de la prise en charge du diabète de type 2 et la place donc du Combiglise. Donc vous savez que le diabète de type 2 ou le diabète d'une manière générale, c'est une maladie qui est chronique. C'est une maladie qui pose un problème grave pour la santé, puisque c'est une maladie dont la prévalence est en nette progression. Et on a dénombré en 2013, par exemple, selon l'IDF, 382 millions donc de diabétiques de par le monde, et les choses ne vont pas s'améliorer dans les années 2030 où on va assister à une augmentation d'à peu près 55% et on atteindra à peu près les 592 millions d'habitants de diabétiques dans le monde. Les choses ne sont pas rassurantes en Tunisie, puisque en 2010 on a dénombré à peu près 8,5% de patients diabétiques en Tunisie. D'accord? Donc vraiment c'est un problème qui est alarmant pour la santé des individus. Et les choses très importantes, c'est que pour nos patients diabétiques de type 2, aussi bien donc dans les pays développés tels que par exemple en Europe, aux États-Unis, au Canada, qu'en Tunisie, nos malades diabétiques ne sont pas bien équilibrés, puisque par exemple dans cette étude où on a essayé de voir l'équilibre de nos patients diabétiques, uniquement 24% des patients ont atteint un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%. Et c'est vraiment alarmant parce que, comme on le sait, le déséquilibre diabétique est associé à une augmentation des complications, que ce soit micro ou macrovasculaires. Et ces complications macrovasculaires, bien entendu, sont toute la gravité, puisque ces complications vont être responsables du décès de nos patients diabétiques, dont à peu près 50 jusqu'à 70% dans certaines études. En fait, chez nos patients diabétiques, une augmentation et toute augmentation de 1% de l'hémoglobine glyquée s'associe habituellement à une augmentation de 18% des événements cardiovasculaires, une augmentation donc de 12 à 14% donc de décès, et également à une augmentation de 13% de la rétinopathie diabétique et de l'insuffisance rénale chronique. Et que cette augmentation de la prévalence et de la fréquence des complications cardiovasculaires, elle n'est pas liée uniquement à l'hémoglobine glyquée, puisque comme on le sait, l'hémoglobine glyquée, c'est la conjonction de la glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale. On a observé également une augmentation des événements cardiovasculaires pour chaque augmentation de 1 millimol de la glycémie à jeun et également de la glycémie postprandiale. En fait, plusieurs études se sont intéressées à évaluer l'impact de la glycémie postprandiale sur le risque de complications cardiovasculaires. Et c'est ainsi donc que la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, la variabilité glycémique qui est occasionnée par ces excursions glycémiques et en l'occurrence leur corollaire, l'hyperglycémie chronique, vont être responsables d'un excès de glycation non enzymatique, d'une activation de la voie oxydative et bien entendu par une augmentation des complications du diabète. Et c'est ainsi qu'on a essayé de voir dans différentes études, est-ce que le fait, puisque toute augmentation d'hémoglobine glyquée s'associe à une augmentation des complications chroniques du diabète, est-ce que le fait de baisser cette hémoglobine glyquée s'associe à une amélioration de ces complications? Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans plusieurs études, et là c'est un résumé des différentes études qui ont paru, qui ont essayé de voir l'impact d'un contrôle intensif du diabète sur les complications aussi bien micro que macrovasculaires. Et c'est ainsi que si les choses sont évidentes en ce qui concerne les complications microvasculaires, puisque toutes les études étaient d'accord que de contrôler intensivement le diabète s'accompagnait d'une diminution de ces complications-là, les choses ne sont pas aussi claires et parfois elles sont même donc discordantes, voire même donc évidentes en ce qui concerne les complications cardiovasculaires et la mortalité, puisqu'en ce qui concerne les complications vasculaires, les effets étaient pratiquement neutres dans toutes les études. En dehors de la post-étude UKPD, c'est une étude de suivi où on a démontré une diminution des événements cardiovasculaires au long cours. Par contre, en ce qui concerne la mortalité, tout ceci
le contrôle intensif du diabète était associé également à un effet neutre en dehors, bien entendu, de l'étude ACCORD où on a observé une augmentation du risque de complications cardiovasculaires par le traitement intensif du diabète. Ça, c'était pour le traitement intensif. Qu'en est-il des médications qu'on utilisait pour essayer de contrôler nos patients diabétiques? Est-ce que ces médications peuvent avoir un impact sur le risque cardiovasculaire de ces patients? Et je commencerai bien entendu par le chef de file, la metformine, qui constitue bien entendu le premier traitement à prescrire chez nos patients diabétiques de type 2. Et il s'est avéré que la metformine, et ça, on le savait déjà depuis les années 2007, que la metformine s'associe à une diminution de la mortalité cardiovasculaire, voire même à une diminution des événements cardiovasculaires. C'est pratiquement le seul médicament, on a vraiment des études et des preuves qu'il est bénéfique sur le plan cardiovasculaire. En ce qui concerne les sulfamides hypoglycémiants, les choses ne sont pas aussi évidente. Il y a des études qui sont pour un effet neutre des sulfamides, il y a d'autres donc qui sont pour un effet ou une augmentation des événements cardiovasculaires sous sulfamides hypoglycémiants. Jusqu'à 2015, on n'a pas encore d'études qui ont permis de trancher est-ce que les sulfamides sont pourvoyeurs d'événements cardiovasculaires ou non. Donc ce qui ressort de cette méta-analyse de 2012, même une nouvelle méta-analyse en 2014, il pourrait que les sulfamides augmenteraient le risque cardiovasculaire chez nos patients diabétiques de type 2, mais il faut savoir une chose très importante, que les sulfamides ne se valent pas dans ces événements cardiovasculaires. Et on arrive enfin à ce qui nous intéresse, les nouveaux antidiabétiques oraux, en particulier donc les inhibiteurs de la DPP4 et en l'occurrence bien entendu la saxagliptine. Lorsqu'on a essayé d'évaluer donc son impact sur les événements cardiovasculaires dans l'étude SAVOR qui a été donc publiée en 2013, qu'est-ce qu'on avait démontré chez les patients qui sont sous saxagliptine comparé à des patients qui sont sous placebo en ce qui concerne donc les événements cardiovasculaires, que ce soit primaires, qui sont définis donc par le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux. Qu'est-ce qu'on avait démontré? Que la saxagliptine entraînait pratiquement le même nombre d'événements cardiovasculaires par rapport au sujet placebo, et ceci également pour les événements composites secondaires. Donc, ce qui veut dire, donc, qu'est-ce qu'on a démontré également dans cette étude? Que chez les patients qui sont sous saxagliptine, on observait une augmentation du nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc, le même effet en ce qui concerne le décès cardiovasculaire, l'AVC et l'infarctus du myocarde, mais on avait constaté une augmentation plus importante des hospitalisations pour insuffisance cardiaque pour ce médicament-là. Mais lorsqu'on a essayé de voir quels sont ces patients qui sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque dans cette population, on avait remarqué que ce sont les patients qui avaient une insuffisance cardiaque assez avancée, donc qui ont un taux de pro-BNP qui était au 4e quartile, c'est-à-dire franchement augmenté. Donc on avait conclu à partir des données de cette étude que la saxagliptine pouvait être utilisée avec innocuité chez les patients diabétiques de type 2 sur le plan cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inférieure et qu'elle n'est pas supérieure aux autres donc médications antidiabétiques. Donc là, on va passer actuellement à voir quelles sont les nouvelles options dans la prise en charge du traitement du diabète de type 2. Et pour ce faire, donc, je vais me référer à Madame Safi. C'est une patiente qui m'a consultée donc récemment. Elle est âgée de 55 ans, qui a consulté pour un déséquilibre de son diabète. C'est une diabétique type 2 qui était donc diagnostiquée 5 ans auparavant. Elle était traitée par la metformine 1000, 2 comprimés par jour, et le glucor 100, donc 3 comprimés par jour. L'interrogatoire de cette patiente ne trouve pas donc la notion d'un amaigrissement récent, pas de prise médicamenteuse pouvant expliquer ce déséquilibre diabétique. Elle suit donc régulièrement et correctement son régime et fait une activité physique régulière. Le retentissement de son diabète était tout à fait normal. Elle m'avait consulté, elle était alarmée parce qu'elle découvrait depuis quelques jours des glycémies à jeun aux alentours de 1,9 g, une hémoglobine glyquée à 8,8%,
Donc, elle m'avait consulté. Donc, je lui faisais donc un cycle glycémique sous son traitement habituel, à savoir donc le glucophage 2000 mg par jour et le glucor. Et vous voyez donc les glycémies à jeun étaient à 1,88. Celles en préprandial étaient à 1,7 g et 1,5 g. Par contre, les glycémies postprandiales, elle avait quand même des excursions glycémiques postprandiales avec une glycémie à 10 heures à 2,40 g. À 15 heures à 1,98 g et à 22 heures 2 g donc 1. Donc quels sont d'après vous, et on ne va pas aboutir immédiatement donc à la conduite thérapeutique chez cette patiente, mais pour aboutir à cette conduite on doit savoir les objectifs glycémiques chez cette patiente âgée de 57 ans donc qui n'a pas de comorbidité associée et qui n'a pas un retentissement de son diabète. Donc quels sont les objectifs glycémiques d'après vous chez cette patiente à peu près? Donc c'est les objectifs qu'on connaissait, donc, c'est-à-dire inférieur à 1,30 g à jeun et 1,80 g en postprandial. Mais il faut savoir que pour les objectifs glycémiques, il y a une balance dans ces objectifs glycémiques chez les patients diabétiques. Et cette balance tiendra bien entendu compte du fait qu'on doit avoir un équilibre glycémique, mais sans augmenter le risque d'hypoglycémie, ces hypoglycémies qui sont très néfastes chez les patients diabétiques de type 2 ou bien de type 1. Et le fait de ne pas augmenter les hypoglycémies, ça va améliorer énormément la qualité de vie de nos patients diabétiques. En fait, les dernières recommandations de l'ADA de 2015, et d'ailleurs ça reproduit pratiquement celles de 2012 et de 2013, donc incite à choisir des objectifs glycémiques qui sont centrés sur les caractéristiques du patient, à savoir donc son âge, la durée d'évolution du diabète, les complications cardiovasculaires, le risque hypoglycémique et la variabilité glycémique. Et on doit tenir compte de tout cela lorsqu'on va instituer des objectifs à nos patients diabétiques. Et c'est ainsi que, par exemple, le curseur va à la baisse chez les patients, c'est-à-dire aux alentours de 6,5, chez les patients qui ne sont pas âgés, qui ont une durée de diabète qui n'est pas très importante, qui n'ont pas donc de comorbidité, qui n'ont pas un risque important d'hypoglycémie ou qui n'ont pas également une variabilité glycémique très importante. La variabilité glycémique, c'est-à-dire des sujets qui passent d'une hypoglycémie à une hyperglycémie ou bien des glycémies qui ne sont pas constantes au cours de la journée. Ou bien on va passer à la hausse, on peut atteindre jusqu'à 8% chez certains sujets âgés, tarés, multicompliqués, insuffisants rénaux, etc. Et donc je vous rappelle ces recommandations comme je l'ai dit tout à l'heure, la glycémie à jeun inférieure à 1,30 g, celle postprandiale inférieure à 1,80 g et les recommandations ont élaboré un troisième élément dans ces objectifs thérapeutiques, c'est qu'on ne doit pas avoir une excursion glycémique, c'est-à-dire la delta pré-repas et la delta post-repas ne doit pas dépasser les 0,5 g par litre pour éviter bien entendu cette variabilité glycémique. Et c'est ainsi également qu'élaboré dans ce tableau pour chaque taux d'hémoglobine glyquée des équivalences en ce qui concerne la moyenne glycémique journalière, la moyenne des glycémies à jeun, la moyenne des glycémies en préprandial, la moyenne des glycémies en postprandial et la moyenne des glycémies au coucher. Par exemple, si on veut avoir si on veut avoir par exemple une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5, la moyenne de la glycémie à jeun c'est 1,22 g, elle doit être aux alentours de 1,22 g. La préprandiale, elle doit être aux alentours de 1,18 g. Les glycémies postprandiales doivent être aux alentours en moyenne de 1,44 g et avant le coucher, elles doivent être aux alentours de 1,36 g. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une idée et d'avoir quels sont les objectifs qu'on doit avoir chez nos patients en fonction donc du taux d'hémoglobine glyquée qu'on a besoin d'avoir. Donc, à partir de là, quelles sont les options thérapeutiques chez nos patientes? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on va faire chez cette patiente? Qui est bien entendu, je vous le rappelle, sous glucophage 2 comprimés par jour et le glucor 3 comprimés par jour. Qu'est-ce que vous allez faire? On va ajouter un sulfamide par exemple. Oui, c'est une alternative, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives?